Merci. Nous allons donc passer à la période de questions. Les questions en français dans un premier temps. Je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous identifier et nous indiquer auquel de nos 3 porte-paroles, donc Dr Beauchamp, Dr Vinet ou Dr Ferrier, vous souhaitez adresser votre question. Est-ce qu'il y a une question? Oui, pardon, madame, derrière. Oui, Dr Carman, journaliste à la presse. J'ai 2 questions. La première, je voulais vraiment différencier votre définition de l'euthanasie. Par exemple, la sédation létale, c'est considéré comme étant de l'euthanasie. Vous avez fait référence à l'acharnement thérapeutique. Elle est où la ligne aujourd'hui? Madame, dans la sédation, comme dans le soin de la douleur, nous introduisons des médicaments puissants qui vont avoir un bénéfice au malade. Cela va enlever sa douleur, cela va enlever son inconfort. Il arrive parfois qu'on doive donner des médicaments qui vont l'endormir, mais on l'endort parce qu'il souhaite s'évader d'une souffrance insupportable pour lui. En aucun cas, ces médicaments ne vont tuer le malade et ils ont des effets bénéfiques. L'euthanasie, c'est autre chose. On va vous injecter intraveineux du Nambutal et du Curare, 2 médicaments qui n'ont pas de place dans la pharmacopée de fin de vie, et ceci va arrêter votre vie instantanément. Ce qu'on vient de faire, c'est d'enlever le futur que vous aviez. Ça n'est pas la même chose que d'être endormi en attendant que la mort vienne, parce qu'elle va venir, sans être dans la plus grande détresse, ou de voir la mort arriver de la main d'un autre qui s'arroge le droit de vous l'enlever. Vous savez, nous avons un droit dans la société, le droit d'être soigné. C'est dans nos chartres. Et pour être euthanasiés, nous devons d'abord renoncer au droit d'être soignés et donner à quelqu'un d'autre le droit de nous donner la mort. Et si ce quelqu'un d'autre est un médecin dont la vocation est de donner la vie et de mettre plus de vie dans la vie qu'il y a, malgré les imperfections de la biologie, malgré la maladie, vous venez de changer considérablement le rôle de cette personne au milieu de vous. Peut-être d'ailleurs qu'elle ne le supportera pas. C'est la seule définition, madame, de l'euthanasie. Il faut avoir pour ça une volonté de tuer, deuxièmement, un outil qui tue, et troisièmement, une personne qui meurt de cet outil. Les personnes qui meurent de leur maladie ne sont pas euthanasiées. Deuxième question, êtes-vous financé par des groupes ou des individus dans votre campagne? Aucunement, madame. Nous sommes un consortium de médecins qui sommes préoccupés par la qualité des gestes que nous souhaitons poser envers nos malades et par la relation de confiance que nous souhaitons garder avec eux. Dans certains cas, la sédation palliative, on se plaint qu'elle dure trop longtemps et qu'elle a des effets très négatifs sur les malades. En fait, ça trop. C'est ce que j'ai entendu, là, que les malades qui meurent à petit feu, ils sont vraiment sur le point de mourir et leur mort est très, très pénible pour eux-mêmes, pour leur famille, entre autres dans les cas de sédation palliative prolongée. Madame, la sédation palliative prolongée n'existe pas. On ne donne de la sédation palliative qu'à des gens qui sont en toute fin de vie. C'est-à-dire que cela va durer en général entre 2 et 7 jours. Jamais beaucoup plus longtemps. Des fois, c'est plus longtemps. Madame, cela n'existe pas dans les cadres de pratique d'une bonne médecine. On n'utilise pas de sédation prolongée pour des périodes très, très longues. Je vous dirais également que la sédation est un outil extrêmement important dans les soins intensifs de nos hôpitaux, où on met volontairement les gens en état de sommeil pour les aider à guérir. La sédation n'est pas quelque chose qui tue. Madame, oui. Marie-France Radio-Canada. Votre communiqué, en fait, il semble aller un peu loin quand vous dites que les patients sont obligés de renoncer à leur droit d'être soignés. Dr Beauchamp, dans quelle situation les patients devraient renoncer à leur droit d'être soignés? Vous savez, vous avez devant vous des médecins, pas des juristes. Écoutez, la chose qui est importante pour nous, ici aujourd'hui, c'est de considérer l'aspect de la sécurité. On n'est pas là pour parler de renoncement de droits, de nouveaux droits ou quoi que ce soit. On est là pour protéger les gens qui sont vulnérables. Quand on travaille sur le terrain,
qu'on rencontre des patients tous les jours, on rencontre des gens qui sont vulnérables, des gens qui ont de la difficulté des fois à prendre des décisions, à bien comprendre, des gens qui subissent les pressions des fois des gens autour d'eux. Et c'est eux autres qu'on veut surtout protéger. On se sent une grande responsabilité de protéger toutes ces personnes-là qu'on voit qui sont vulnérables. Alors, nous, l'angle à travers lequel on regarde ça, c'est que nous avons une responsabilité. Nous savons qu'il y a des lois pour protéger les gens. Les gens du côté législatif, les députés, les politiciens, les juristes s'occupent de cette partie-là. Nous savons qu'il y a des gens vulnérables. Nous savons qu'il y a des gens qui vont avoir des dommages personnels si des choses se retrouvent sur les étagères. C'est pas une question pour nous, c'est pas une question nécessairement de droit au niveau technique, un peu comme j'ai le droit d'avoir ceci, j'ai le droit de faire cela. Je vais faire une analogie. Dans certains pays, les gens ont le droit d'avoir des armes à feu. Et nous autres, on dit quoi? On dit c'est dangereux d'avoir des armes à feu, parce que ça peut tuer le monde, aux États-Unis, par exemple. Alors, si les médecins ont le droit d'avoir des trucs dans leurs étagères qui peuvent tuer les gens, qui sont faits pour ça, on dit non, c'est dangereux, parce que ça touche les gens ça peut toucher des gens qui sont vulnérables. Le docteur Vinet vous a parlé du nombre d'erreurs médicales qui sont faites à chaque année. On parle de milliers, on parle de centaines de milliers d'erreurs médicales. Alors, si on met sur le marché ou si on met en disponibilité de façon libre à travers des mécanismes comme ceux qui sont tentés actuellement par le gouvernement, eh bien, on s'expose à ça. Alors, le droit le plus fondamental auquel nous sommes sensibles, c'est le droit à la sécurité des gens. Et aujourd'hui, ça nous intéresse beaucoup, la sécurité de la population. Oui, Pierre Saint-Laurent, la presse canadienne, j'aimerais revenir à la question de ma collègue au tout début. Où tracez-vous la ligne entre les soins et l'acharnement thérapeutique? L'acharnement thérapeutique se définit comme un soin ou un ensemble de soins qui sont imposés au malade, soit par lui-même, soit par sa famille, soit par le médecin, mais qui n'auront pas d'effet bénéfique. Malheureusement, les soins ont aussi un poids. C'est aussi difficile d'être soigné. Demandez aux gens qui sortent de chimiothérapie et qui sont malades. Ils veulent leur chimiothérapie, mais ils en portent le poids. Le jour où ils n'en veulent plus de ce poids, continuer la chimiothérapie, c'est de l'acharnement thérapeutique. Le jour où le malade ne veut pas continuer des traitements, si on les continue, c'est de l'acharnement thérapeutique. Et on a le devoir d'arrêter, parce que nous faisons une concertation avec lui. La ligne est très, très claire. Madame. Camille Marie-Jardin, en fait, c'est plus pour M. Beauchamp. Vous parliez tout à l'heure. Pourtant, le cadre de la loi, c'était vraiment stressé. Donc, une personne qui est considérée vulnérable, qui n'aurait pas signé d'autorisation avant, ne pourrait pas demander de Vous savez, les gens qui présentent leur loi, que ce soit des politiciens, des avocats, insistent beaucoup sur la question des fameuses balises. C'est le mot magique qu'on dit. Il y a des balises, ça va empêcher les erreurs, ça va empêcher les dérives, etc. Ça serait long de vous l'expliquer, mais les balises, pour définir c'est quoi une souffrance invivable, par exemple, il n'y en a pas. C'est subjectif. Ce qui détermine que ce que je vis, c'est intolérable, inacceptable. Il n'y en a pas de balise pour ça. Une maladie terminale, je vais faire un exemple, tiens, maladie terminale. Vous savez qu'au Massachusetts, au mois de décembre, novembre-décembre, lors des dernières élections, il y avait aussi un référendum pour un projet d'euthanasie, suicide assisté. Et naturellement, on parlait de balises et tout, puis je pense qu'il avait dit 3 mois ou 6 mois, je ne suis pas tout à fait certain. Et là, la veuve du sénateur Kennedy s'est levée, elle a dit, moi, mon mari, quand ils lui ont donné un diagnostic de cancer, on a dit maladie terminale, il reste 3 mois. Il a vécu 15 mois. Et pendant ces 15 mois-là, il a aidé à passer des lois qui ont fait du bien à la population du Massachusetts. Alors, même dire qu'une maladie est terminale, on n'est pas capable de dire avec précision. Mon épouse est oncologue, elle est ici, elle va vous le dire. Dire qu'une maladie est terminale, que quelqu'un est en train de mourir, c'est une question de mois ou de semaines, c'est presque impossible. Alors, imaginez si on n'est pas capable de définir ces choses-là avec précision, comment on peut baliser quelque chose qui n'est pas définissable de façon objective. Il manque de critères objectifs. Puis on ne parle même pas de bonne ou de mauvaise volonté des gens. On
Parce qu'il va y avoir des gens qui ont de la mauvaise volonté. Il y a des erreurs médicales, il y a des abus qui se font. La plupart des docteurs sont très honnêtes, sont très bien, mais vous savez qu'il y a une minorité de docteurs qui sont un peu déviants. Il y a un syndic du Collège des médecins pour ça, mais on n'attrape pas tout. C'est impossible à gérer. Alors, cette fameuse promesse de balise-là, selon nous, elle est basée sur rien d'objectif. Puis, aller dans les pays où il se fait de l'euthanasie, puis aller parler aux gens qui sont sur le terrain, ils sont venus nous le dire, ils sont venus nous raconter ici, que les autres aussi sont fait promettre des balises, mais ces balises-là ne sont pas applicables. Alors, dire aux gens, il va y avoir des balises au Québec, on va faire quelque chose que les autres n'ont pas réussi à faire, ça ne tient à rien. Il n'y a aucun support pour donner ça avec crédibilité. Ces gens-là n'ont pas de crédibilité. C'est pas vrai que c'est faisable d'appliquer des balises de façon étanche, de façon efficace. C'est tout à fait impossible. Une autre question? Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, pardon, oui. Oui, donc Anne-Leclerc de Global. On the website of the Fédération des spécialistes, I think 11% of doctors said that euthanasia is already occurring in Quebec. I'd like to know what you have to say about that. If you're talking about the survey that the FMSQ did a few years ago, it was a very bad survey. It was a totally unscientific survey. The questions were biased. It was in the middle of the summer. Hardly anybody answered. I've never seen a case of euthanasia in 30 years of practice. Maybe it happens occasionally. As my colleague just said, there are some dishonest doctors. It's not something that's widely practiced. There is a lot of confusion sometimes between, if there's not good communication between the treating team and the family, maybe the patient dies quickly when the family didn't realize that they were so close to death, and they think the doctors must have done something. But it's not something that's widespread. Why do you believe, I think Angus did a survey recently, I think it was this week or this past week, why do you believe 86% of Quebecers are in favor of euthanasia? Well, as I said earlier, I think they're misinformed. I think that they haven't been told the truth about end-of-life care. They haven't been told the truth about what happens in other countries where euthanasia is legal. And so they're basing their decisions on false information. What about the reality of palliative care? I know that some people do suffer, many people suffer. What does that have, do you think, a lot to do with maybe the perception people have about, I mean, I've heard people say we do with animals, why don't we put people out of their misery? Well, because we have more consideration for people than for animals, it's a whole different level. Getting back to palliative care is a wonderful thing. I don't work in palliative care, my colleague Dr. Vinet does. One of the biggest problem is that there's not enough of it. And many people who need palliative care don't get it. And at the moment, palliative care is limited to people with cancer because that's all the resources they have. But we should be doing palliative medicine with people with chronic lung disease, heart failure, liver disease, neurologic diseases. We could be doing all that. But the end-of-life care for many people is lacking. And so that's what we need to do. We need to improve care. We shouldn't start killing people. I was hoping to maybe hear one of the other doctors on the fear that you are expressing today. I'll just answer that. Yeah. I'm a family doctor, and I've been doing palliative care for 20 years in the community, different CLSCs. And I think Gerald Van Gerp, one of the reasons for that statistic that you quote, that 86% of Quebecers are in favor of this bill, I think it's a misconception that's widespread that when you're dying of a condition like cancer, that physical suffering is inevitable, either pain or nausea or breathlessness. But in reality, in over 20 years of doing this work in home care, it's extremely rare. And it's not high-tech. The medications are simple to use, inexpensive. All you need is a team. You need nurses, you need nursing assistants, you need doctors who aren't even the most important player, and you need a team that's responsive. And if you work like this, in a lot of the CLSCs do, I'll tell you, the number of people who's suffering, physical suffering, that we can't relieve, almost nil. Negligible, and that's, I'm not telling a lie here, I mean, this is what I do. And if the odd case we have where we can't manage it at home, they can take care of it in the hospital. So it's a myth that people think that if you're dying of cancer, you're going to have pain, you're going to have nausea, you're going to suffocate, not just cancer, but neurodegenerative diseases. It just ain't so. And that's the explanation for that statistic, I think. But what about thousands of people in nursing homes who don't have access to medical teams?
patients in nursing homes do have access to medical care. And by and large, they do. And if you're saying, well, should we introduce the law because the nursing carers don't have, their care isn't up to scratch? What do you think? I don't think so. We should improve the care in the nursing homes, but I think that's not the case. There's a lot of false information, misconception, and it's out there, and I think that's why people think that physical suffering is inevitable. It ain't.